Du coup, bonjour à tous, prêt à parler mail et DNS. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser directement, vous m'interrompez, enfin, vous levez la main pour ceux qui sont là, ou vous posez dans le chat, ou vous criez un bon coup si je vous vois pas. Ça devrait aller. C'est pas vraiment que la présentation elle est technique ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on va aborder plein de sujets. Donc ce sera plus simple si vous posez les questions directement, plutôt que d'attendre la fin. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler DNS. Donc le DNS, c'est ce protocole qu'on apprend tous à l'école comme permettant de traduire un nom d'hôte en une adresse IP. Mais alors là, du coup, ce soir, on va voir que le DNS, c'est quand même bien plus que ça. Parce qu'il faut vraiment voir le DNS comme un outil qui va permettre de définir votre domaine. Donc il va pouvoir s'agir de définir des hôtes, par exemple en leur assignant des adresses IP. Mais on va aussi pouvoir déclarer des politiques qui sont plus globales. Comme typiquement, quel hôte va fournir quel service, est-ce qu'on accepte telle requête en entrée du domaine, ou voilà, ce genre de politique. Et du coup, donc là, ce qu'on va voir ce soir en particulier, c'est que le DNS il va nous servir à appliquer des politiques pour assurer de la confidentialité et de l'intégrité au niveau de votre infrastructure mail. Et du coup, oui, que j'oublie pas quand même, petit disclaimer, évidemment, présentation pas du tout exhaustive. Il y a énormément de notions qui auraient dû être abordées ou qui auraient dû être approfondies. Mais là, l'objectif ce soir, c'est plus d'avoir une vue globale sur comment peuvent fonctionner des mécanismes de sécurité qui reposent sur du DNS. Donc maintenant que c'est dit, qui je suis vite fait, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, dernière année en cyberdéfense, vous pouvez me retrouver sur les réseaux type Twitter, Discord au nom de Baxitra. Et niveau professionnel, je suis auditeur interne pour Nameshield et depuis moins d'un an, depuis quelques mois du coup, membre du CERT Nameshield. Donc avant de parler des sécurités appliquées au mail, on va voir un petit peu quelques rappels par rapport au mail. Donc je vais utiliser pas mal d'acronymes ce soir, enfin pas mal, il n'y en a pas tant que ça, mais DNS, je pense que ça va. Par contre, si je parle de... ça coupe, non? Ok. Si je parle par contre de record de type TXT ou MX, est-ce que ça va à tout le monde ou je refais un point rapide? Vous levez la main si ça va pas. Tout le monde va bien, ok, tranquille. Donc MX pour Mail Exchanger, TXT pour les ressources de type texte. Et on va aussi beaucoup parler de MUA, MTA. Donc MUA pour Mail User Agent, donc en gros ça va être votre Thunderbird, votre client Outlook, voilà, le logiciel sur lequel vous allez écrire votre mail. Quand on va parler de MTA pour Mail Transfer Agent, ça va être typiquement ce qu'on appelle communément un serveur mail, donc en gros un postfix. Voilà. Donc là, si on regarde un peu le schéma juste sur la droite, là, donc en gros, c'est les différentes étapes dans l'envoi d'un mail. Donc là, en gros, on a, je sais pas si je peux baisser, non? Ouais. Donc on a à gauche user1@expeditor.com qui va vouloir envoyer un mail à user2@destinataire.com. Donc la première étape, il écrit un mail sur son MUA, sur son Thunderbird. Le MUA, du coup, il va transmettre le mail au serveur mail qui est présent dans la zone DNS. Donc il va transférer le mail. Et du coup, le MTA mail.expeditor.com, il va recevoir un mail. Il va recevoir un mail, mais du coup, à destination de destinataire.com, mais il ne va pas savoir directement à quel serveur le transmettre. Et donc pour savoir à quel serveur transmettre, il va d'abord effectuer une requête de type MX sur le DNS de destinataire.com. Et le DNS va lui répondre, si jamais tu dois m'envoyer un mail, ça se passe sur tel serveur. Et donc c'est en fait le contenu du champ MX. Et donc c'est comme ça que mail.expeditor.com va savoir qu'il doit transférer le mail en SMTP à mail.destinataire.com. Et donc après, selon comment est configuré le MTA, c'est soit user2@destinataire.com va aller chercher le mail via du POP3 ou du IMAP sur le MTA, soit ça va être l'inverse, ça va être le MTA qui va push le mail sur le MUA du destinataire. Et donc qui dit infrastructure simple, dit aussi des limites qui sont très vite atteintes. Donc là, on a des limites déjà premièrement en termes de confidentialité au niveau de l'échange entre les deux MTA. Moi, en tant que mail.destinataire.com, donc à droite, le MTA à droite, en tant que receveur, rien ne me dit que le mail qu'on m'a transféré, il a bien été transmis de manière chiffrée.
On a aussi des problématiques en termes d'intégrité, parce que là, sur le schéma, c'est assez simple, j'ai mis que 2 MTA, mais dans la réalité, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs MTA intermédiaires qui vont rentrer en jeu. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas un MTA intermédiaire qui va modifier le contenu de mon mail? Et enfin, là, dans l'architecture actuelle, rien ne permet de dire que mail.expeditor.com, il était bien légitime pour envoyer un mail au nom de mon domaine. Et donc, c'est justement ce qu'on va voir ce soir, c'est quel mécanisme on peut mettre en place pour pallier ces limitations. Et le premier mécanisme qu'on va voir, c'est SPF, donc pour Sender Policy Framework. L'objectif du SPF, ça va être de valider qu'un serveur mail, il est bien légitime à envoyer des mails au niveau du domaine expéditeur. Donc si on regarde vite fait comment ça va se passer, le SPF il va être implémenté côté expéditeur, et donc par conséquent c'est vraiment le destinataire, celui qui va recevoir, qui va avoir pour charge d'aller vérifier que le serveur qui lui a transmis le mail était bien légitime pour lui transmettre ce mail. Donc SPF c'est basé sur la RFC 7208, et la RFC 7208, qu'est-ce qu'elle définit? Elle définit qu'en gros, quand le MTA destinataire, du coup, il va recevoir un mail, il va falloir qu'il se pose la question de est-ce que le mail que je viens de recevoir, le serveur qui me l'a transmis, il était bien autorisé à émettre ce mail. Et donc pour ça, pour répondre à cette question, en fait, il va interroger le serveur DNS de l'expéditeur et qui va du coup lui renvoyer une sorte de whitelist qui va contenir en fait les serveurs qui vont être autorisés à envoyer des mails depuis ce domaine. Donc cette whitelist, elle va reposer sur un certain nombre de mécanismes de correspondance. Donc on a les mécanismes de type IP4, IP6, ça va être, en gros, vont être autorisés tous les serveurs qui vont être contenus dans telle plage adresse IPv4 ou telle plage adresse IPv6. On va avoir les mécanismes de type MX, donc là ça va être l'idée de vont être autorisés à envoyer des mails depuis mon domaine tous les serveurs qui sont considérés comme serveurs entrants puisqu'ils possèdent une entrée MX. Donc le mécanisme de type A, c'est exactement la même chose, mais du coup pour les records de type A. Donc en gros, tout serveur qui peut être résolu sur mon domaine, donc pour lequel je peux retrouver son adresse IP, il va être autorisé à envoyer des mails. On va avoir des mécanismes de type include. Là, l'idée, c'est juste d'éviter de faire des copier-coller entre chacun de vos domaines si vous en gérez beaucoup. C'est une sorte de import de la policy d'un autre domaine. C'est pour importer la règle SPF d'un autre domaine. Voilà. Et enfin, le mécanisme all, donc qui lui, du coup, va être utilisé souvent à la fin de votre règle SPF, qui permet juste de dire, on va mettre un -all en fait à la fin de notre règle, et ça va permettre de dire, tous les serveurs qui rentrent pas dans mes règles, et du coup, ils sont considérés comme illégitimes. Avant de passer à la suite, juste pour comprendre à peu près comment ça marche, le SPF. Donc, comme je disais, c'est vraiment à la charge du destinataire de vérifier le SPF. Et donc, pour savoir est-ce que du coup le serveur qui lui a transmis le mail est légitime, il interroge le DNS qui gère la zone, du coup là ici, expeditor.com. Donc, il fait une requête de type TXT sur un enregistrement SPF. Et du coup, le DNS va lui répondre un truc du genre V égale SPF1, donc pour définir la version du protocole qui est utilisée. Et là, dans l'exemple, IP4 2.1.2.3.4, ça va être avec le -all à la fin, du coup, ça va être seul le serveur 1.2.3.4 est autorisé à envoyer des mails depuis mon domaine. Donc là, en gros, mail.destinataire.com va vérifier que mail.expeditor.com possède bien l'adresse IP 1.2.3.4. Quelques exemples d'implémentation pour que ce soit un peu plus concret. Donc pour un domaine, par exemple, qui aurait 2 serveurs mail, donc là, pour récupérer l'enregistrement SPF sur une zone, il suffit juste d'interroger un serveur DNS, de faire une requête de type TXT sur sa racine. Et donc là, on voit par exemple pour solarsystem.space, on va avoir donc V égale SPF1 pour définir la version du protocole. Et là, du coup, 2 adresses IPv4 qui vont être déclarées, et le -all à la fin pour dire que tout le reste, tout serveur qui n'aura pas cette adresse IP n'est pas légitime à envoyer des mails. Le SPF aussi peut être hyper utile quand vous avez des mails qui vous servent à envoyer des domaines qui vous servent à envoyer aucun mail. Par exemple, des fois, vous pouvez avoir certains domaines de production qui sont utilisés pour héberger un seul type de service et que vous n'utilisez pas du tout pour envoyer des mails.
Et ben, le SPF est hyper intéressant pour ça parce que en gros, si vous créez une règle qui est juste en -all, et ben, vous allez dire à tous les autres destinataires que aucun de vos serveurs qui est présent sur ce domaine n'est légitime à envoyer des mails. Donc en gros, vous êtes censé avoir aucun mail en sortie de ce domaine-là. Et enfin, du coup, si vous voulez aller encore plus loin avec les SPF, par exemple, là, on a vu que c'était assez simple parce qu'on avait soit 2 serveurs mail, soit un seul, soit juste aucun. Mais imaginez que vous ayez beaucoup de domaines et que vous soyez, par exemple, vous ayez des contraintes particulières. Je sais pas, vous êtes un FAI, par exemple, et vous avez de très nombreux serveurs mail, et je sais pas, genre vous avez des adresses IP qui changent énormément ou des infrastructures qui changent énormément. Vous n'allez pas vous amuser à taper à la main à chaque fois votre règle SPF. Et ben, pour répondre à cette problématique, il y a une solution, c'est les macros. Donc en gros, juste à retenir pour ce soir, c'est des sortes de variables que vous allez intégrer dans votre champ SPF. Et donc là, typiquement, avec la règle qui est juste ici, ça va dire, en gros, tous les serveurs mail, tous les serveurs mail qui vont posséder un enregistrement sur le FQDN qui contient du coup là le %i, c'est l'adresse IP de l'envoyeur. Donc qui vont posséder un FQDN qui contient leur adresse IP ._spf. Votre domaine là. Et bah du coup, ces serveurs-là seront autorisés à envoyer des mails. Et ça vous évite du coup de réécrire à chaque fois votre règle SPF. Est-ce que, avant de passer à la suite, vous avez quelques questions là sur SPF ou non? C'est clair? Ok, bah parfait. Et ben la suite du coup, DKIM, donc mécanisme hyper simple à comprendre, c'est la signature de mail. Donc DKIM pour Domain Keys Identified Mail. L'objectif, ça va être de valider l'authenticité, l'intégrité du message, du message du coup côté destinataire. Donc en gros, c'est répondre à la problématique, comment je m'assure que le mail que j'ai reçu, c'est bien celui qui m'a été envoyé à la base. Donc exactement la même implémentation que le SPF, donc ça va être assez rapide à comprendre. Implémenté côté expéditeur, donc ça veut dire que c'est le receveur, le destinataire, qui a la charge d'effectuer la requête DKIM. Donc la RFC qui définit le DKIM, c'est la 6376, et elle définit que il y a une clé privée du coup qui va être utilisée côté côté expéditeur, qui va être présente, qui va être connue que de l'expéditeur et qui va permettre de signer le mail. Et donc en fait, quand le MTA destinataire va recevoir ce mail, et ben, pour accéder à la clé publique, en fait, la clé publique, elle est publiée sur le serveur DNS de l'expéditeur. Donc, il va effectuer une requête DNS pour récupérer la clé publique. Et du coup, si la clé publique permet de déchiffrer le message, ça veut dire qu'il a bien été chiffré à la base par la clé privée. Donc, comme il n'y a que le MTA expéditeur qui connaît cette clé privée, ça veut dire que c'est bien lui qui l'a envoyé. Si on regarde un peu plus d'un point de vue technique ce que ça donnerait, si on reprend notre schéma de base avec user 1 et user 2, là. Donc première étape avec le DKIM, c'est du coup le mail.expediteur.com qui va signer le mail. Donc ensuite, il va le transmettre le mail signé, peu importe via SMTP, via SMTS, du coup là c'est pas le sujet. Et du coup, mail.destinataire.com, quand il va recevoir ce mail signé, et il va récupérer, là c'est l'étape 3, récupérer la clé publique auprès du DNS de l'expéditeur. Et du coup, l'expéditeur, le DNS de l'expéditeur va lui renvoyer un truc du style v égale DKIM1, donc comme d'hab pour déclarer la version. Le paramètre K va permettre de définir le type de protocole, le protocole qui a été utilisé pour la génération des clés. Donc là, par exemple, du RSA. Et on va avoir du coup le paramètre P qui va contenir la public key. Donc un exemple d'implémentation pour comprendre un petit peu plus concrètement. Là, du coup, c'est comment afficher la clé publique DKIM de Kaspersky.com. Alors la RFC du coup a défini qu'il faut, que le FQDN qui publie la clé, il a un format un petit peu spécifique. Là vous pouvez voir là la partie mail point quelque chose là, donc la partie mail c'est le DKIM selector. Donc là en gros c'est parce que on pourrait utiliser cette clé pour plusieurs services. Et donc en fait vous avez le DKIM selector, c'est en gros juste le nom que vous voulez donner à votre clé. Ensuite, vous allez avoir le underscore domain key, donc ça c'est défini dans la RFC, et ensuite directement votre nom de domaine. Et donc si on fait une requête TXT sur ce FQDN, et là on retrouve ce que je disais tout à l'heure avec le V égale DKIM1, le K égale RSA et la clé publique. Donc là vous avez la clé publique de Kaspersky.com.
Ça va aussi pour le DKIM, pas de questions? Parfait. Et ben, autre mécanisme de sécurité mail, le DMARC, donc pour Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance. L'objectif du DMARC, permettre à l'organisation qui expédie le mail d'indiquer comment doivent être traités ces mails du coup, pour le destinataire en cas de non-conformité suite à une vérification SPF ou DKIM qui se serait mal passée. Donc là, vous dites peut-être, super, encore un nouveau protocole, enfin encore une nouvelle mesure. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle mesure parce que ça repose essentiellement sur du SPF et du DKIM. Et en fait, quand on met en place du SPF et du DKIM, c'est logique d'ajouter du DMARC en fait, vu que ça repose dessus. Donc DMARC défini dans la RFC 7489. Du coup, cette RFC, elle va définir du coup que ça repose sur du SPF, du DKIM, et elle va définir un certain nombre de politiques qui vont permettre de dire, du coup, mon destinataire, quand il va recevoir mon mail, et imaginons la signature est plus bonne, et comment est-ce qu'il doit réagir? Et donc il y a trois politiques qui sont mises en place au niveau de la RFC, qui sont définies dans la RFC. On a la politique approve, donc qui va nous permettre de dire si la signature, quand tu la recalcules, elle n'est pas bonne, tant pis, tu distribues le mail normalement, il n'y a pas de souci. On a le mode quarantine qui va être, là par contre, si soit mon serveur mail n'était pas légitime, soit la signature n'est pas bonne, tu vas considérer mon mail comme un spam. Donc typiquement, côté MUA, côté utilisateur, ça va finir dans la boîte indésirable. Et vous avez la politique la plus répandue, du coup, la politique reject, qui est, en fait, si mon serveur était illégitime ou si ma signature DKIM n'était pas bonne, tu distribues pas du tout le mail au client et tu le trashes en fait au niveau carrément du MTA destinataire. Donc d'un point de vue implémentation technique, si on reprend là, notre schéma comme tout à l'heure, exactement la même chose que les deux précédents. C'est mail.destinataire.com à droite qui va effectuer une requête DNS pour récupérer le DMARC, enfin la politique DMARC qui est mise en place au niveau du DNS de l'expéditeur, et ça va lui retourner un truc du style V égale DMARC 1 et puis P égale la policy qu'on a choisie. Un petit exemple d'implémentation pour rigoler. Pour récupérer la politique DMARC d'un domaine, il suffit juste d'interroger le record TXT qui est sur _DMARC.votre domaine. Et là, par exemple, on peut voir que pour le domaine google.com, ils ont une policy en mode reject. Donc en gros, tous les mails qui sortent de google.com, donc quand vous recevez un mail de la part de quelque chose @google.com, si vous, de votre côté, le MTA qui gère votre client, il détecte que la signature est plus bonne ou que le serveur mail qui a été utilisé n'est pas considéré comme légitime par Google, alors le mail va être trash et vous en aurez juste aucune idée en fait. Il y a un deuxième truc dont j'ai pas parlé là, c'est le paramètre RUA là, juste à la fin. C'est en gros, c'est une fonctionnalité hyper pratique parce que ça permet, l'une des fonctionnalités du DMARC, c'est d'ajouter du monitoring de comment du coup sont traitées vos requêtes côté destinataire. Et là, c'est hyper intéressant, notamment dans le cas d'une politique où on rejette quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en gros, on va être au courant si jamais il y a un destinataire qui a rejeté notre mail, parce que sinon, si on n'est jamais au courant, c'est un peu embêtant. Et donc là, le RUA va permettre justement de définir une adresse mail. Et en fait, le MTA destinataire, quand il va recevoir un mail et qu'il va le rejeter parce que le SPF ou le DKIM ne sera pas bon, il sera obligé, c'est défini dans le RFC, il sera obligé d'envoyer un mail à mailout-reports@google.com. Comme ça, du coup, Google sera au courant que l'un de ses mails s'est fait rejeter par un MTA. Ça va aussi pour le DMARC. Parfait. Et du coup, dernier protocole, MTA, enfin dernière mesure, je ne sais pas pourquoi je dis protocole, dernière mesure de sécurité, le MTA STS. Donc MTA, vous savez déjà ce que c'est, et STS pour Strict Transport Security. Là, l'objectif, ça va être de forcer l'usage d'un protocole chiffré lors du transfert du mail, notamment entre deux MTA. Donc en gros, c'est une contre-mesure contre des attaques de type MITM. Là, c'est une mesure un petit peu différente par rapport aux trois autres mesures qu'on avait vues juste avant.
parce que ça va être implémenté cette fois-ci côté destinataire. C'est celui qui va recevoir le mail qui va déclarer sa politique MTA-STS. Et du coup, ça va être à la charge de l'envoyeur, de l'expéditeur, de vérifier le destinataire, quel type de politique il utilise. Donc le MTA-STS, une explication intéressante, ça pourrait être de faire l'analogie avec le HSTS, que je pense tout le monde connaît plus ou moins ici. Donc, juste pour rappel, le HSTS, l'idée c'est forcer le navigateur à se connecter directement à HTTPS, histoire que quand l'utilisateur va taper dans sa barre de recherche http le nom d'un site, la première requête ne va pas se faire en HTTP, elle va se faire directement en HTTPS. Parce que là, du coup, si on reprend là un petit peu le fonctionnement d'HSTS, vous allez avoir votre client du coup qui fait une première requête vers HTTP, votre site, machin. Le serveur web qui est derrière, il va lui dire bah non, moi j'utilise que du HTTPS, donc je veux pas que tu utilises du HTTP, je te fais un 301 ou un 302 redirect. Merci. Enfin merci, Adam surtout. Ouais, si, c'est bon. Ouais, ok. Donc ouais, là, je reprends vite fait du coup le schéma. Donc on a le client qui envoie une requête de HTTP à la base. Le serveur lui dit non, j'utilise du HTTPS, donc il lui fait un 301, 302 redirect. Et du coup, au moment où le client va passer en HTTPS, le serveur va lui envoyer sa politique STS, donc Strict Transport Security, et que le client va pouvoir garder en cache. Comme ça, à chaque fois que le client, là pour les étapes d'après, il va vouloir contacter le site en HTTP, et comme le navigateur il aura gardé la politique en cache, en fait il va y avoir une redirection interne, donc un 307 internal redirect qui va se faire directement au niveau du navigateur, sans avoir une requête HTTP qui va directement vers le serveur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, si vous n'avez pas cette politique STS, c'est-à-dire que là, il suffit juste qu'il y ait un attaquant qui arrive à prendre le contrôle de la toute première requête qui est un jeune HTTP, du coup, ce sera assez simple, il a juste à intercepter la requête et à vous rediriger vers un faux site HTTPS. Et du coup, là, vous serez dans la mouise. Et donc, du coup, le MTA STS, c'est exactement la même chose, mais appliqué au mail. Donc là, s'il y en a qui connaissent un peu les protocoles mail, ils pourraient me dire ouais super, il y a déjà le Start TLS qui existe pour ça. Donc voilà. En réalité, le Start TLS il a un certain nombre de limites parce qu'il a été implémenté à une époque où déjà tous les serveurs mail ne supportaient pas le SMTP/S. Et surtout où on avait un vrai besoin d'interopérabilité entre les serveurs qui géraient le SMTP, et les serveurs qui géraient aussi le SMTPS. Et du coup, le Start TLS, d'une part, il ne force pas du tout le chiffrement. Donc déjà, vous, en tant que receveur, vous n'êtes pas sûr que le mail vous a bien été transmis que via du protocole chiffré. Le Start TLS ne permet pas, du coup, la manière dont il est implémenté, de vérifier les certificats TLS des différents acteurs. Et donc, du coup, comme il n'y a pas d'authentification au niveau de l'envoyeur et au niveau du receveur, en fait, ça rend les attaques par DNS spoofing hyper simples. Et du coup, c'est vraiment dans cette optique-là qu'intervient le MTA STS. C'est vraiment de se dire, on veut être sûr et certain en tant que receveur que le mail nous a été transmis de manière chiffrée, que tous les acteurs qui sont intervenus dans la communication ont été identifiés. Et un autre truc encore qui est rajouté grâce au MTA STS, c'est que du coup, on va carrément rajouter un acteur tiers, ce qui fait qu'en gros, le DNS spoofing va devenir quasiment impossible. Donc le MTA-STS défini dans la RFC 8461, cette RFC elle va définir 3 types d'acteurs qu'on va avoir dans la mise en place d'une infrastructure MTA-STS.
Premier acteur, on va avoir le serveur web qui va héberger la security policy, donc on va voir juste après. On va avoir du coup le DNS du destinataire, parce que du coup c'est implémenté côté destinataire. Et donc le DNS côté destinataire va lui dire, va déclarer qu'il utilise du MTA-STS. Et troisième acteur, on va avoir le MTA Expeditor, et en particulier un agent qui est installé directement sur le MTA Expeditor pour être capable du coup de lire et de garder en cache la politique MTA-STS. Donc là, si on regarde un peu le schéma de fonctionnement du MTA-STS, on a du coup l'utilisateur qui va écrire un mail sur son MUA. Le MUA va transmettre le mail au MTA expéditeur. Le MTA expéditeur, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va, ça c'est les étapes 2 et 3, demander au destinataire est-ce qu'il utilise du MTA STS ou pas. Si le serveur DNS du destinataire lui dit oui, j'utilise du MTA STS, il va pouvoir contacter un serveur web qui est présent sur le domaine du destinataire. Et du coup, ce serveur web-là, il va lui donner la politique MTA STS. On va voir justement à quoi ça ressemble juste après. Et du coup, le MTA Expeditor va pouvoir garder en cache cette politique. Et du coup, à chaque fois qu'il va vouloir contacter le MTA destinataire, il pourra directement passer par du SMTPS sans avoir à avoir de première requête qui ne serait pas chiffrée. Donc ouais, juste à retenir ici, en gros, de cette slide, c'est vraiment le MTA STS, il va imposer plusieurs choses. Moi, en tant que destinataire, enfin en tant que receveur, il va imposer plusieurs choses à celui qui m'envoie le mail. Ça va être, un, il va être obligé de passer que par des flux qui seront entièrement chiffrés. Et deux, tous les acteurs qui vont rentrer dans la communication doivent être authentifiés par un certificat TLS qui est valide. Donc un exemple d'implémentation pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'implémentation du MTA STS chez Google. Pour juste voir si le MTA STS est mis en place ou pas, on peut faire une requête TXT sur le fqdn _mtasts.gmail.com, enfin .google.com d'ailleurs. Et donc on va avoir la même chose que d'habitude, le V égale STSV1 pour la version. Et là, cette fois-ci, il va y avoir la déclaration d'un ID. Et l'ID, c'est justement pour mettre en place cette fonctionnalité de cache côté expéditeur. Parce qu'en gros, comme l'expéditeur va mettre en cache la policy, il faut quand même qu'il sache si elle est à jour, si ce qu'il a en cache est à jour ou pas. Et du coup, on peut voir là en tapant sur, en HTTPS sur mtasts.google.com. Donc la RFC définit un chemin particulier. Donc le fait que le serveur s'appelle mta-sts.google.com, ça c'est défini dans la RFC. Et le chemin aussi de la politique, donc le .wellnown/mtasts, ça aussi c'est défini dans la RFC. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Dans une policy, on va avoir plusieurs choses. Donc, on va avoir d'une part le mode. Donc, on a différents types de modes. On va avoir du mode type alors d'abord testing. Donc, le mode testing, ça va être typiquement si je reçois un mail qui respecte pas ma politique MTA-STS, je vais quand même l'accepter pour le mode testing. Mais par contre, je vais avoir une notification de ce qui s'est passé. Et après, le deuxième mode, du coup, c'est le mode enforce, où là, ça va être, si ça ne respecte pas ma politique, et de toute façon, je n'accepterai même pas le mail. Donc ensuite, on a différents champs. Donc là, on a les champs MX, donc juste pour dire sur quel serveur mail va s'appliquer ma politique. Et le fameux max age, comme on a de la mise en cache, on est obligé d'avoir un max age. Et donc là, en gros, on va dire que, je crois que c'est en secondes, pendant 86 400 secondes, ma politique peut être mise en cache. Et au-delà de ça, on peut considérer qu'elle est plus valide, ma politique. Donc voilà pour le MTA STS et voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ah, vas-y. Mhm. Ouais. Mhm. Alors, pour le SPF, oui, c'est que ça. Et les autres implémentations que tu vas avoir, en fait, elles vont être au niveau du receveur, au niveau du destinataire. Parce que faut configurer du coup ton serveur mail pour lui dire quand tu reçois un mail, tu vérifies le SPF en même temps. Et pour le DKIM, là, tu vas avoir une implémentation aussi côté expéditeur, parce que il faut que tu aies un mécanisme pour signer ton mail. En gros, si ton MTA il est configuré pour signer ton mail et qu'en plus tu as ce fameux record TXT, ouais, ça y est, c'est bon, c'est mis en place, quoi.
Mhm. Alors, enfin, c'est pas du coup configuré au niveau de ton MUA, mais plus de ton serveur mail. Et donc après, bah, c'est plus à la charge en gros de l'administrateur de l'infrastructure mail de choisir s'il veut le mettre en place ou pas. Alors chez Gmail, ouais, tout ça c'est mis en place, ouais. Et typiquement dans ce genre de très gros fournisseurs de services, ce serait assez logique que tu aies des politiques en mode ça finit dans les spams si jamais le SPF ou le DKIM est pas bon, quoi. Comme ça, tu le reçois quand même, mais tu sais qu'il y a un truc de louche. Voilà. Une autre question, ouais. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des exemples ou quoi d'attaques sur justement les mécanismes SPF, DKIM, etc. Il me semblait qu'il y avait des. Enfin, je me souviens d'un du prof à Black Hat où il parlait de faire des injections en fait dans les paramètres qui étaient passés dans le header. En gros, Dans le header du mail. ouais, notamment le Ok. produit des marques, il faisait un truc du style. Il mettait. En gros, il mettait dans le header que lui représentait www.bank.com de mémoire. Mhm. Il mettait une parenthèse. Et après, il Ok. rajoutait son sous-domaine, le domaine malveillant. Et en fait, à cause de la parenthèse, ce qui était seulement pris en compte, c'était le sous-domaine initial. Mhm. Donc, s'il arrivait à se faire passer pour faire n'importe qui. Alors j'ai pas connaissance forcément d'attaque en particulier. Par contre, enfin ça soulève quand même un point intéressant, c'est qu'en gros à chaque fois c'est vraiment hyper dépendant de comment va être implémenté celui qui fait le check. Et le problème des RFC, c'est qu'elles définissent souvent bah, comment ça doit être mis en place côté bah, celui qui fournit le truc, mais celui qui vérifie, c'est pas forcément normé. Et donc en fait, bah, chacun va pouvoir vérifier un peu de la manière qu'il veut, et bah, ça ouvre un peu la porte à ce genre d'attaque, quoi. Donc voilà. Et du coup, il y a une question sur le chat, c'est est-ce qu'on a une idée du taux d'adoption de ces mesures dans le monde? Alors ça a été, enfin une idée, je voudrais pas trop m'avancer. Maintenant, il y a énormément de fournisseurs. Bah, là, on l'a vu avec Gmail ou voilà ce genre de gros fournisseurs, ce genre de gros fournisseurs mail qui ont adopté ces mesures et d'ailleurs qui sont même moteurs là-dedans parce que c'est Google qui a créé le MTSTS, je crois. Euh, et donc, maintenant que les gros fournisseurs, ils ont mis en place ce genre de mesures, bah, quand même, ça s'est répandu du coup beaucoup plus vite. Alors, le problème de ce genre de truc, c'est en fait, vu que c'est la plupart des trucs, c'est implémenté côté expéditeur, bah, en fait, à chaque fois, on n'est juste pas sûr que le destinataire va vraiment vérifier, nous, les mesures qu'on a mis en place. Parce qu'on aura beau mettre du SPF et du DKIM, si le receveur, bah, il vérifie pas la signature du mail et il vérifie pas si le mail qui lui a envoyé le mail est légitime, bah, on aura eu beau mettre ça, bah, ça changera rien, quoi. Donc, Ok. Ouais, a priori, il n'y a pas d'autres questions. pas l'air d'avoir d'autres questions. Ok, c'est bon pour tout le monde. Parfait.